sommes heureux d'accueillir Jean-Frédéric Poisson, le président du Parti chrétien-démocrate, ancien député des Yvelines. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. L'actualité, c'est bien évidemment l'affaire terroriste de l'Aude. L'assassin islamiste Lagdim et sa compagne étaient tous les deux fichés S. Et la question revient toujours à chaque attentat, comment des individus fichés S peuvent aussi facilement passer à l'action. Ah, ça pointe du doigt le fait que nous manquons de ressources dans les services de renseignement et les forces de l'ordre en règle générale, depuis d'ailleurs longtemps. C'est la raison pour laquelle je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut intensifier les recrutements au sein de ces services et ne pas se fier simplement aux nouvelles technologies ou à la surveillance électronique qui montre évidemment un certain nombre d'impasses. Deuxièmement, le risque zéro en la matière n'existe pas, c'est vrai. Pour autant, ça n'empêche pas d'avoir à l'égard des communautés dans lesquelles s'enracinent ces actes terroristes, cette idéologie, une surveillance accrue, une sévérité accrue. Et je partage parfaitement l'avis de ceux qui pensent que la réglementation sur la question de l'expulsion des étrangers fichés S doit voir accroître sa sévérité et que la France devait être en situation d'expulser en tout cas les étrangers qui sont soupçonnés de près ou de loin d'une intelligence particulière avec le terrorisme. Nous n'avons pas de complaisance à avoir à l'égard de ces individus. Et comme dit l'autre, je préfère une injustice à un désordre. Les modes d'expulsion peuvent faire l'objet de voies de recours. Ils ne sont pas suspensifs. Quand vous expulsez un étranger, par exemple, pour cause d'intelligence terroriste, il est renvoyé dans son pays. Il peut faire un recours, tant que le recours n'est pas suspensif. Si le recours aboutit, ma foi, s'il n'y a pas de lien avec le terrorisme, pourquoi ne reviendrait-il pas? En attendant, je pense que nous devons prendre toutes les précautions à l'égard de ces individus, premièrement, et deuxièmement, mener contre l'islam, quand il est militarisé et violent, comme c'est le cas ici, une guerre sans merci, parce que lui nous fait la guerre. Alors il y a bien évidemment plusieurs victimes dans cette affaire terroriste de l'Aude. Il y a 3 victimes civiles, une victime militaire, le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame. On sait que Lagdim visait prioritairement des militaires et aussi des policiers. Il s'en était pris le matin aux parachutistes d'infanterie de marine, puis au CRS et enfin aux gendarmes. Est-ce que la police dispose des moyens de sa mission contre le terrorisme? Est-ce que c'est une question de moyens ou est-ce qu'il faut à nouveau légiférer? Vous avez voté beaucoup de lois contre le terrorisme. Le Parlement a voté beaucoup de lois, oui. Je ne les ai pas toutes votées parce que je n'ai pas considéré qu'elles étaient d'une efficacité ou d'une utilité formidable. Mais l'arsenal législatif français est très complet. Vous me donnez aussi l'occasion de saluer l'acte de sacrifice personnel d'une très très grande qualité morale et d'esprit de dévouement de ce lieutenant-colonel de gendarmerie, dont il faut saluer le dévouement, le courage, le sacrifice et dire toute la sympathie que j'ai et que nous avons à l'égard de sa famille, bien sûr. Maintenant, il est indispensable que, en tout cas, ce qu'il reste à faire, et il n'y en a pas beaucoup, ce qu'il reste à faire pour permettre aux policiers et aux gendarmes en situation de danger de bénéficier de la présomption de légitime défense quand ils sont agressés, alors que ce soit par des terroristes ou simplement des bandits de grand chemin, j'allais dire des délinquants. Quand on attaque ou on s'adresse à des forces de l'ordre avec des armes à feu, on n'est plus tout à fait un délinquant. On commence à devenir un criminel et doit être traité comme tel. Donc il faut prendre toutes les dispositions pour que les effectifs soient renforcés, que la loi protège les forces de l'ordre plutôt qu'elle ne les expose à des risques, d'engagement et de riposte dont ils seraient eux-mêmes coupables quand ils sont en situation de légitime défense. Mais non, ne légiférons pas de manière supplémentaire, ça n'est pas nécessaire. Appliquons les lois qui existent et identifions très correctement notre ennemi, qui est cette frange de l'islam en France, qui est radicalisée, qui en veut à la République, et qui est nourrie par des personnes qui ont pignon sur rue. J'ai demandé à de nombreuses reprises, j'ai recommencé vendredi dernier, la dissolution et l'interdiction de l'Union des organisations islamiques de France, pilotée par les frères musulmans. J'ai demandé que les frères musulmans soient interdits en France et que leurs organisations soient dissoutes. L'État doit regarder pourquoi et comment les frères musulmans pilotent les écoles qui sont sous contrat d'association avec l'État quand ce sont des écoles musulmanes et qui sont pilotées par les frères musulmans. Ne nous étonnons pas que tous ces gens nourrissent un climat qui produit petit à petit des actes terroristes comme celui que nous avons tous subi, en particulier les 4 victimes, ce week-end dernier. Il ne faut pas se tromper d'ennemi, il faut le désigner, il faut le combattre.
Est-ce que vous pensez que ce terrorisme-là, cet acte terroriste est différent des autres? Les Français ont toujours pensé que le terrorisme était sur les grandes villes, Marseille, bien évidemment, Nice, Paris, évidemment, et d'un seul coup, on s'aperçoit que le terrorisme, c'est aussi dans les petites villes, ou dans les villes moyennes, c'est possible, en province. C'est possible partout. Le pauvre père Hamel a été assassiné dans un petit village de Normandie. Ça peut frapper n'importe où. Ça a l'air plus spectaculaire d'une certaine façon. Je mets tous les guillemets du monde à cet adjectif, bien sûr. Lorsque ça touche une population plus grande, donc potentiellement dans une grande ville. Je crois néanmoins que la forme de terrorisme que pratique Daesh et ses alliés a évolué déjà depuis 2 ans. Nous l'avons constaté quand j'ai présidé la commission d'enquête de l'Assemblée sur les moyens de Daesh. Auparavant, il y avait une volonté de formation presque militaire, et même très militaire. On appelait les gens à aller en Irak et en Syrie pour se former, puis revenir armés des techniques et des réseaux adéquats pour commettre des actes terroristes. Depuis maintenant 2 ans, en réalité, il y a un appel des responsables de Daesh à faire en sorte que chacun de son côté, là où il est, puisse commettre des actes dont les répercussions finalement sont aussi importantes que dans le cadre de réseaux organisés ou d'attentats beaucoup plus collectifs. Donc ça peut frapper partout, n'importe où, et c'est la raison pour laquelle ça réclame une surveillance accrue, des moyens supplémentaires, et encore une fois, une sévérité sans aucune espèce de merci à l'égard de tous ceux qui nous veulent du mal. Et il y en a beaucoup, il faut les identifier et les punir ou les expulser. On va quitter cette actualité pénible pour revenir à l'actualité politique, politicienne. Vous avez disparu des radars médiatiques après une séance intense, celle des primaires de la droite et des législatives. Est-ce que c'était un silence voulu ou tout simplement la difficulté de ne plus être député, un burn-out, comme l'on dit maintenant? Non, c'était pour une grande partie volontaire. Ça fait du bien de faire une petite diète médiatique de quelques mois. C'est une autre forme de carême. Elle n'est pas moins fructueuse que celle qu'on connaît d'habitude. Ça permet de prendre de la distance, ça permet de réfléchir, ça permet de rencontrer des tas de personnes dans un contexte un peu différent. Je ne suis toujours pas député, pour autant je suis chez vous ce matin. J'ai repris la parole dans les médias depuis maintenant une quinzaine de jours à l'occasion de tous ces mouvements qui agitent un peu le paysage politique français, dont je crois nous parlerons dans quelques secondes. Donc non, je suis très content d'avoir pris ce moment de recul. Je prépare un livre sur la conquête de l'Occident par l'islam qui sortira à l'automne prochain. J'ai le temps d'écrire. J'ai repris mes activités professionnelles de conseil qui me prennent du temps aussi parce que j'ai le devoir de gagner ma vie comme n'importe quel autre de mes concitoyens. Donc tout ça prend du temps. Puis je profite d'un élément nouveau pour moi qui est de partager davantage le temps de mon épouse, ce que la vie politique jusqu'ici m'avait à peu près interdit. Donc tout ça va très bien et ça me donne la possibilité de revenir avec le recul nécessaire pour aborder les séquences qui viennent et qui sont compliquées. Nous voilà rassurés sur ce point. Mais où en est le Parti chrétien-démocrate avec les Républicains? Vous êtes connu, associé, on vous a vu concourir, avec talent d'ailleurs, reconnu par la presse même, à la primaire de la droite. C'est vous dire. Mais c'était à la droite, la primaire des Républicains. Et dernièrement, vous avez déclaré « Notre liberté d'action est totale et je n'ai aucun compte à rendre au porte-parole des Républicains ». C'est le cas Rupture Non, c'est le cas depuis 7 ans. Nous n'avons plus de contrat d'association formel avec les Républicains depuis 2011. Nous avons toujours été une formation politique indépendante qui nouait des conventions ou des accords de coopération avec tel ou tel. Ces accords n'existent plus encore une fois depuis 7 ans. J'ai été député élu 3 fois avec l'investiture des Républicains. J'ai siégé au groupe des Républicains de l'Assemblée nationale. Je ne le regrette pas d'ailleurs parce que nous y avons fait, je crois, un bon travail. Mais je suis toujours par ailleurs, et nous sommes toujours par ailleurs restés du Parti chrétien-démocrate et indépendant en tant que tel. Maintenant, je prends acte du fait que les Républicains ont pris une voie et nous ont traités d'une manière aux élections législatives qui ne nous a pas paru correcte compte tenu des accords de bonne intelligence que nous entretenions jusqu'alors. Donc nous allons en tirer toutes les conséquences. C'était le moment où Wauquiez donne une impulsion plus à droite aux Républicains que vous rompez une avec impulsion les plus à droite, vous voulez dire? C'est le sentiment général de la presse. De la presse, oui. Oui, bien sûr. Non, je ne crois pas à ça. Je n'ai pas le sentiment que, il y ait une véritable inflexion des Républicains dans ce sens. Vous savez, il y a un acte fondateur dans ce quinquennat. C'est le 4 juillet 2017, le jour où 75% des députés du groupe des Républicains se sont abstenus sur le vote de confiance au Premier ministre à l'Assemblée nationale.
Ce jour-là, les Républicains ont déclaré publiquement à l'Assemblée nationale ne pas vouloir se constituer comme un groupe d'opposition. Compte tenu de ce que je pense du quinquennat d'Emmanuel Macron et de l'endroit où il souhaite emmener la France, je ne comprends pas comment on ne peut pas, en principe, s'opposer à de telles intentions, surtout quand on les a combattues pendant la présidentielle, pendant la législative, et qu'en plus celui qui vient vous expliquer la politique générale qu'il va conduire est issu de vos propres rangs et est passé de l'autre côté de la frontière, si j'ose dire. Cette attitude des Républicains est inexplicable. Je pense qu'elle est fondatrice, et je pense qu'elle porte aussi en elle-même le germe de quelque chose qui est un affaiblissement idéologique et politique très très marqué. Encore un mot sur votre situation personnelle. Elle est localement quand même assez confuse parce que vous avez été, vous l'avez rappelé, député Les Républicains jusqu'en juin 2017. Vous avez été maire de Rambouillet, Les Républicains. Et là, vous siégez dorénavant parmi les non-inscrits. Oh, c'est pas du tout confus, c'est très clair justement, comme vous venez de l'expliquer de manière très très simple. Un des adjoints au maire de Rambouillet a été le candidat suppléant de la personne qui m'a battu à l'élection législative. La majorité municipale a considéré que cet acte, qui était pourtant un acte d'une très grande déloyauté à mon égard, ne méritait pas de remontrance ni de sanction particulière. D'une certaine manière, s'il fallait continuer à siéger dans ce groupe, c'était soit lui, soit moi. L'adjoint en question, qui est aujourd'hui député suppléant, n'a pas quitté le groupe, donc c'est moi qui l'ai fait. Parce que c'est une forme de respect à l'égard de moi-même. Il y a des choses que je ne suis pas prêt à accepter, donc je ne les accepte pas et je prends les décisions et j'en tire les conséquences. Alors vous avez pris une décision aussi politique. Vous avez participé au lancement de la plateforme des Amoureux de la France avec Nicolas Dupont-Aignan. Vous avez été à Nice avec lui en février dernier. Est-ce que cette initiative répond pleinement à vos attentes? Et quel jugement portez-vous d'ailleurs sur l'action, plus particulièrement de Nicolas Dupont-Aignan, ou aussi d'Emmanuel Ménard, à l'Assemblée? Je me suis toujours gardé d'apprécier publiquement, en tout cas, le travail de mes collègues à l'Assemblée nationale. Mais je ne vais pas commencer maintenant. Ce que je vois, s'ils font du bon travail ou du mauvais travail. Bah écoutez, en tout cas, ils défendent leurs convictions, ils y sont fidèles. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Et c'est, de mon point de vue, un socle suffisant pour construire des choses sur un terme plus long et en dehors de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il me semble que l'élection d'Emmanuel Macron produit une situation qui est radicalement différente aujourd'hui. Les 4 pieds sur lesquels sont assis la politique d'Emmanuel Macron sont simples à résumer. Il veut une souveraineté européenne. Il veut une société multiculturelle, c'est-à-dire communautariste, il faut appeler les choses par leur nom. Il veut une domination du TAFTA sur l'ensemble de l'organisation de l'État et de l'économie. Et il veut, dans ce contexte, un pouvoir qui recentre les libertés au détriment des corps intermédiaires. C'est-à-dire, grosso modo, à peu près, le projet politique contre lequel je me suis bagarré depuis maintenant 30 ans et davantage. Jamais ça n'a été affiché avec à la fois autant d'énergie et de force et de volonté. Jamais dans aucune de ces dimensions on est allé aussi loin. Et donc, cette situation, cette élection, avec cette idéologie, crée une situation nouvelle à laquelle nous devons trouver de nouvelles réponses et de nouvelles méthodes de travail pour la contrer. Comme je le disais tout à l'heure, si les Républicains avaient endossé dès l'origine la cape de l'opposition en disant sur chacun de ces 4 points, nous ne pouvons pas être d'accord et nous combattrons jusqu'à la mort pour que ça ne se produise pas, les choses seraient un peu différentes. Ils ne l'ont pas fait. Quand je me retourne, quand je regarde autour de moi, qui vois-je qui soit d'accord avec chacun de ces 4 points, en tout cas pour les combattre? Ma réponse, tous ceux qu'on appelle les eurocritiques, que ce soit des eurocritiques conservateurs ou que ce soit des eurocritiques plus jacobins. On verra plus tard, d'une certaine manière. Macron a dit, vous êtes libéral, vous êtes souverainiste européen, vous êtes fédéraliste, vous êtes multiculturel, venez avec moi, sur le reste, on finira par s'entendre. La réponse est claire. Vous croyez dans la souveraineté de la France, vous croyez dans la cohésion nationale autour de la culture française, vous ne voulez pas que le marché domine les relations, et vous croyez dans la liberté des familles, des associations et des entreprises, venez avec nous, et sur le reste, on finira bien par s'entendre. Constituons un projet politique à partir de cela, et c'est ce que nous avons tâché de commencer à faire avec Nicolas Dupont-Aignan et Emmanuel Ménard, mais Véronique Besse et le Mouvement pour la France de Philippe de Villiers, demain sans doute, d'autres formations qui sont en train de venir vers nous. Donc vous êtes bien parmi les amoureux de la France? Ah, j'ai participé bien sûr à la fondation des Amoureux de la France. Parce que j'ai regardé la plateforme, elle multiplie les sondages, hein, c'est un peu sa fonction, oui, à travers une forme de démocratie participative. Il y en a un sondage qui a retenu mon attention, c'est une majorité, courte majorité, mais une majorité des gens qui ont répondu sur la plateforme des Amoureux de la France veut que votre initiative débouche sur un parti politique qui se présente aux élections. Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Nous n'avons pas voulu justement constituer un parti politique, mais je ne suis pas surpris que les gens qui viennent sur cette plateforme le souhaitent, parce que
D'une certaine manière, les Français sont des légitimistes. Ils connaissent l'efficacité des outils, ils sont les premiers à comprendre que malgré toute la réserve qu'ils ont, et elle est justifiée à l'égard des formations politiques, ils voient bien qu'imaginer un fonctionnement politique sans parti, c'est impossible. Donc évidemment, ils en tirent les conséquences. Et justement, les amoureux de la France ne sont pas un parti politique et n'a pas, je crois, vocation à le devenir, au sens où, précisément, si un rassemblement est nécessaire autour de ce qu'on pourrait appeler un programme commun de la droite. Après tout, il y a des précédents qui n'ont pas si mal réussi. De l'autre côté de la rivière, si j'ose dire. Alors, ce programme commun doit faire venir des personnes qui, en conservant ce qu'elles ont de spécifique, leur identité propre, leurs convictions, savent constituer quelque chose qui est une plateforme minimale d'action pour se donner les moyens de redresser la France à terme et le plus vite possible. C'est l'antithèse d'un parti politique. Du reste, j'observe que d'autres tentatives dans les 20 dernières années ont émergé en constituant des partis politiques pour justement amorcer ce dialogue, ce renouveau. Elles ont échoué parce que on demandait aux gens d'entrer dans un parti politique en sautant d'une certaine manière sans parachute de l'avion au parti politique dans lequel ils étaient déjà. Donc de quitter leurs engagements, une partie de leur famille, leurs amis. On sait bien qu'il y a quelque chose de très combattant, il y a pas mal de cohésion. Pardon, en tout cas, c'était le cas il y a quelques années, c'est un peu moins vrai maintenant peut-être, mais ce sont des familles, les partis politiques, et en particulier dans les équipes locales. On mène des combats ensemble, on se bat contre les mêmes, bref. Cette rupture-là était trop difficile, donc nous en avons pris acte, et puis nous avons dit, voilà, c'est une plateforme de rassemblement. Nous ne sommes pas d'accord avec tout sur tous les sujets, on va le vérifier d'ailleurs pas plus tard que demain à Angers, puisque nous sommes invités par une association locale pour débattre de ces thèmes d'ouverture, de rassemblement, etc., demain soir. Nous verrons bien. Nous n'avons pas vocation à devenir un parti. Est-ce que pour autant nous devons ignorer les échéances électorales? Probablement que non. Donc nous verrons à trouver l'équilibre sain entre les deux. Alors trouver l'équilibre, c'est pas si simple. Regardez, je donne un exemple. En octobre 2016, vous dites clairement que vous refusez de participer à la diabolisation du Front National. Oui. Ça, c'est en octobre 2016. En avril 2017, vous êtes sur LCI, vous indiquez que Marine Le Pen ne vous a pas séduit. Et là, alors, vous dites tout ce qui ne vous convient pas. Conception laïcisée de l'espace public, place prépondérante de l'économie, politique de l'euro, point de vue sur les retraites, questions sur la dignité humaine, tout ça ne vous convient pas. Et aujourd'hui, nous sommes donc en mars 2018, à peine un an plus tard, vous nous dites que finalement, eh bien, tout ça a changé et qu'il faut parler avec la présidente du Front National. Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas parler avec la présidente du Front National, puisque vous dites vous-même que je refusais les mécaniques de diabolisation. C'est donc bien que j'étais dans cet état d'esprit. Lorsqu'il s'agissait de faire des choix politiques et de dire, parce que j'étais questionné par un de vos confrères sur les raisons pour lesquelles j'avais des divergences avec le Front National, elles sont réelles, c'est pas moi qui les ai inventées. Je constate simplement que sur la politique de l'euro, il semble y avoir une évolution, que sur la conception de l'Europe, il y a une évolution. Donc je prends acte de ces évolutions. Moi, je refuse absolument qu'on exclue quelqu'un du débat public pour la raison d'un jugement moral ou d'une opprobre qui s'achetait sur les personnes. Ça, c'est une mécanique stalinienne qui m'est complètement étrangère, n'ayant moi-même assez peu de goût, en fait, pour le stalinisme, même appliqué à la démocratie française. En revanche, la confrontation des idées, je la demande, parce que c'est précisément dans le cadre de cette confrontation d'idées qu'on est capable de faire émerger ce qu'on a de commun et ce qu'on a de différent. Encore une fois, il me semble que la part commune est en train de croître, que les différences, elles demeurent peut-être. En attendant, je le redis, l'élection d'Emmanuel Macron produit une situation qui, de mon point de vue, change radicalement la donne politique. Pas simplement en termes d'organisation de l'espace politique, avec les redistributions des partis, puis on voit les partis, j'allais dire les partis frères, c'est pas très gentil, mais en tout cas les Républicains d'un côté et le Parti Socialiste de l'autre, qui sont obligés à une clarification idéologique et une réinvention de leur mode de militantisme. Enfin, tout le monde y est obligé d'une certaine façon. Mais c'est pas simplement comme ça que l'espace politique change. Il change aussi parce que, encore une fois, la doctrine très mondialiste, au fond, et parfaitement assumée, sans aucune espèce de réserve de la part d'Emmanuel Macron, nous oblige, nous qui ne sommes pas mondialistes, à trouver des solutions nouvelles. Est-ce que vous avez parlé à Marine Le Pen? Oui. Vous êtes dit quoi? Oh, ça restera entre nous, et comme j'ai pris l'engagement de ne pas restituer les conversations que j'ai avec mes interlocuteurs, je ne le ferai pas non plus chez vous, monsieur Bild, j'en suis désolé. Nicolas Bay a cité votre nom parmi les personnes qu'il souhaiterait voir venir sur des listes d'union. Est-ce envisageable donc pour les européennes? Et est-ce que vous allez parler avec Marine Le Pen des européennes? Vous êtes tenace. Oui, presque un peu taquin, vous êtes là pour ça. Oui, évidemment que je parle avec tous mes interlocuteurs des élections européennes. Je pense que ce rassemblement, s'il veut se donner une chance de réussir, doit profiter de l'élection européenne comme une occasion historique, peut-être unique,
d'acter ce bouleversement de l'organisation politique et de cranter en quelque sorte, de prendre place dans cet espace eurocritique de droite, je me permets de l'appeler comme ça, je n'ai pas d'autres mots pour l'instant sous la main, cet espace eurocritique de droite qui jusqu'ici existe politiquement, qui n'a jamais été formalisé de manière homogène, ni sur le plan des idées d'un programme commun, ni sur le plan de l'offre électorale. Si on arrive à faire ces deux choses-là, c'est-à-dire à proposer une vaste liste de rassemblements, qui ne serait pas tirée par un parti politique en particulier, ou estampillée d'un seul parti politique, qui ne serait pas tirée par des personnalités politiques qui sont elles-mêmes très présentes ou très ancrées dans un parti politique en particulier, et qui seraient capables de s'ouvrir à toutes les formations et toutes les personnalités qui sont d'accord pour opérer ce rassemblement, alors là, ça a une chance de réussir. Et effectivement, de proposer une offre politique, plus la formalisation d'un espace dont nous aurons besoin à l'avenir. Si nous arrivons à faire ça, alors je pense que, durablement, s'installera en France cette réorganisation de la droite pour laquelle, à titre personnel, j'ai pas plus d'appétence que ça. Alors, la droite française m'importe peu, la France m'importe. La droite en tant que telle, pas plus que ça, d'autant plus que dans cette formation de cet espace eurocritique, pas mal de personnes qui sont plus gauchères peuvent être aussi intéressées par un discours qui ne serait ni libéral, un discours qui n'est pas mondialiste, pour être clair. Bon. Donc tout ça doit s'organiser. C'est à cette organisation-là que je travaille, que nous travaillons. Je pense que nous sommes plusieurs aujourd'hui, au moment où nous parlons, à 14 mois du scrutin européen, à en comprendre l'intérêt. Il faut maintenant qu'un certain nombre d'habitudes, de manières de voir, de principes, de mécaniques d'alliance, que tout ça change. Un peu d'abnégation et de sens du sacrifice pour tout le monde. Et c'est une chose qui est difficile, mais au nom de l'intérêt supérieur de la nation, je pense que nous pourrons nous arriver à nous entendre. En tout cas, j'y travaille quotidiennement. Est-ce qu'on peut penser qu'on pourrait voir un jour Philippot et Poisson ensemble, alors qu'ils ne pensent pas la même chose, Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen ensemble, alors qu'ils sont concurrents à la présidentielle? En ce qui concerne... il ne faut pas se tromper de scrutin. Là, nous parlons de l'élection européenne et de la formation de cet espace politique. Prenons les choses, si vous voulez bien, dans l'ordre. Moi, je suis sur vraiment la nécessité de constituer ce rassemblement sur la base d'un socle commun d'action, sur la base des thématiques européennes, et dont le seul but serait de redonner de la puissance et du pouvoir au peuple français contre la Commission de Bruxelles. C'est ça, l'orientation. Alors, il y a d'autres choses, d'autres déclinaisons, il y a bien d'autres sujets, je suis d'accord, mais globalement, il s'agit de ça. Une fois qu'on a réussi ça, écoutez, réussissons d'abord cette étape-là. Je pense que dans cette étape-là, oui, il me semble que ceux qui ambitionnent d'être à nouveau candidats à la présidentielle devraient être en mesure de mettre cette échéance-là de côté pour au moins l'organisation du scrutin européen, quitte à ce qu'on se revoie le lendemain pour discuter de la suite. Bon, je vous souhaite bien du plaisir. Est-ce que vous êtes vent debout, par exemple, contre les états généraux de la bioéthique? Il va falloir convaincre dans ce programme commun. Vous parlez, vous, de mascarade organisée par le gouvernement. On confond souvent... il y a une confusion sur le mot bioéthique. La plupart des gens considèrent souvent que c'est une forme de déclinaison de l'éthique médicale, c'est-à-dire des pratiques éthiques dans le cadre des relations de l'homme avec la science, la vie, la médecine. C'est bien plus que ça. La bioéthique est en fait, c'est une conception du monde, une vision du monde, en jargonnant, on dirait que c'est une métaphysique, c'est-à-dire c'est vraiment une vision de l'univers entier et de la place de l'homme dans cet univers, qui veut absolument que l'homme s'affranchisse de toutes les formes de contraintes qu'il peut recevoir d'ailleurs que lui. La loi, la nature, la transcendance ou Dieu, pour ceux qui sont croyants et qui voient l'univers de cette façon, et étant affranchi de cet ensemble de contraintes, donner tout pouvoir à la science pour que la science fabrique un homme nouveau, très clairement, comme dans l'ambition des grandes révolutions du XXe siècle, qui ont fait le mal qu'on sait. Cette révolution technologique est plus soft, elle a l'air plus acceptable, elle est plus enthousiasmante, elle a un côté fascinant, un peu magique. Mais c'est elle qui est à l'œuvre aujourd'hui dans les États généraux depuis longtemps. C'est elle qui est à l'œuvre dès les premières lois de bioéthique de 1994 en France, quand elles ont été adoptées au printemps de cette année-là. On veut absolument affranchir l'homme par la science de toutes les contraintes, y compris naturelles, et refaire jusqu'à son propre corps. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Tout est fait pour que petit à petit on y parvienne. Tout est fait pour que, en fait, les États généraux de la bioéthique marquent une étape supplémentaire dans l'inscription à l'intérieur de la loi française de pratiques qui sont aujourd'hui des transgressions. Il y a des gens, des pontes, des médecins qui vous expliquent, qui pratiquent quotidiennement des choses qui sont interdites dans la loi. Peut-être du clonage, je n'en sais rien, admettons, mais certainement des actes d'euthanasie. Il y en a 4000 en France, dit-on, par an. Très certainement les procréations médicalement pour des femmes seules ou des couples homosexuels. Tout ça est hors la loi, ils viennent vous le dire aujourd'hui, et parce qu'ils le font,
Et parce qu'ils ont l'autorité qu'ils ont et la compétence qu'ils ont, et ça on ne peut pas le nier, ils réclament que ces pratiques soient inscrites et labellisées en quelque sorte, qu'ils soient justifiés par une loi nouvelle. C'est ça la mascarade. Il n'y a pas de volonté de débattre de la part du gouvernement. Mais il y a une chose. Emmanuel Macron a vécu depuis l'intérieur de l'Élysée l'affaire du mariage pour tous. Je pense qu'il craint comme la peste des protestations vives, une montée en quelque sorte en mayonnaise des oppositions à cette loi. Et j'ai invité à plusieurs reprises nos sympathisants et ceux qui s'intéressent à ce sujet à aller participer à ces réunions, dire qu'ils ne sont pas dupes et pourquoi ils ne sont pas dupes, dénoncer cette mascarade comme je le fais et faire monter en quelque sorte la résistance à ce projet de loi, ce qui est la seule manière, je pense, de éventuellement, possiblement peut-être faire reculer le président de la République. Sans garantie du gouvernement, c'est le cas de le dire. Dernière question, vous avez évoqué Emmanuel Macron tout au long de cet entretien. Il fait des réformes, il fait les réformes que la droite, quand vous étiez député, n'a pas voulu faire ou n'a pas pu faire. Si. Et pour la première fois depuis 2007, le déficit public français passe enfin sous la barre des 3%. Le déficit est ramené à 2,6% du PIB, à la faveur d'une accélération de la croissance et d'une baisse du budget de l'État. Voilà, vous aviez rêvé, c'est Macron qui le fait. Oui, je rêve pas tous les jours du respect des normes du traité de Maastricht contre lequel j'ai voté. Monsieur Bildet, je ne changerai pas d'avis si je devais le refaire aujourd'hui. C'est 3% de déficit. Deuxièmement, on fait dire à la comptabilité publique à peu près ce qu'elle veut, donc j'ai une confiance limitée dans ces chiffres-là, mais admettons. Je ne vais pas attaquer les gens de l'INSEE qui ne le méritent pas. Sur le reste, Monsieur Macron fait des réformes en profondeur. D'abord, j'aimerais bien savoir lesquelles, parce que j'ai du mal à les voir, premièrement. Et deuxièmement, ce que je crois, moi, c'est que les vrais enjeux, ils portent, je l'avais dit au moment de la primaire et de la présidentielle, sur des questions de l'ordre de la civilisation. La croissance, franchement, on sera un peu plus pauvre, un peu plus riche, tant mieux si on est un peu plus riche. J'observe qu'il y a de la croissance en plus, il n'y a pas moins de pauvreté. Ce qui m'inquiète, c'est que cette croissance-là, on est incapable de la redistribuer correctement et de manière équitable. Donc d'une certaine façon, c'est une croissance pour ceux qui possèdent déjà. Tant mieux pour eux. Mais il manque un pan dans les projets de réforme de société de M. Macron. Deuxièmement, la manière dont il méprise les corps intermédiaires, la manière dont il enfume tous les Français sur le code du travail, sur les réformes, sur le pouvoir d'achat et le salaire, les PME sur les cotisations sociales et patronales, les collectivités territoriales sur les dotations financières. C'est un enfumage absolument généralisé. Vous appelez ça des réformes, j'appelle ça du mensonge. À chacun son vocabulaire, mais moi je continuerai en tout cas de combattre ce président-là. Et il y a très peu de réformes, pour ne pas dire pas, des choses que M. Macron a proposées au Parlement que j'aurais votées alors que j'étais dans la majorité comme dans l'opposition. Eh bien merci, Frédéric Poisson. Merci à vous.